Merci beaucoup. Donc, merci au comité d'organisation de me permettre donc de présenter la place du ballon de contre-pulsion intra-aortique dans la prise en charge du choc cardiogénique. Alors, voilà, donc ma déclaration de conflit d'intérêt. Je pense que mon principal conflit d'intérêt pour cette présentation, c'est d'être, comme disait Patrick, cardiologue interventionnel, ce qui constitue un véritable conflit d'intérêt dans le cas présent. Je vous propose de commencer avec un cas clinique qui est arrivé aux soins intensifs la semaine dernière à Rennes. C'est un homme de 54 ans qui n'a pas d'antécédent, il fume. Il va voir son médecin traitant le 15 janvier pour une douleur thoracique qui évolue depuis 2 heures. Bon, il n'a pas du tout suivi le parcours recommandé et puis il s'effondre devant lui, il fait une EFV. Le DSA du médecin traitant il est content d'en avoir un parce qu'il sert. Il le choque, c'est de l'AEV, il en fait 5, le SAMU va être appelé, il refera de l'AEV pendant le transport avec une reprise de conscience à chaque fois. Donc vous voyez, on a affaire à un infarctus antéro-septo-apical en voie de constitution, on lui met le traitement médical qui va bien et direct on amène le patient en salle de coronarographie comme recommandé. En salle de cathé, il n'a pas de signe périphérique de choc, il n'est pas marbré, la pression artérielle 85-65, il est mis d'emblée sous 2 bus 5 gamma. On lui fait 7 coraux, donc je ne sais pas si vous êtes habitués, mais bon, voilà, donc on a une lésion qui est hyper serrée, des gouttes, enfin pas belle du tout de l'artère interventriculaire antérieure, avec on devine une grosse composante thrombotique et une droite, je ne sais pas si on l'a vu passer, mais elle n'est pas très jolie, enfin elle est perméable, mais elle n'est pas très jolie. L'IVA est bien sûr reperfusé, on a un flux TIMI 3, mais vous voyez, ça c'est l'électrocardiogramme en fin de procédure, ce patient garde un gros sus-décalage du segment ST. Et voilà les constantes hémodynamiques. La systolique est à 90, il a 100 de fréquence, il n'a pas de marbrure, il est un peu frais, mais c'est vrai qu'il fait froid en salle de choro. Et vous voyez les gaz du sang qui vous sont présentés là. Des lactates à 3, on lui fait un coup d'écho, il a une ITV à 15, une fraction d'éjection à 40%. Voilà. En pratique, on est en salle de choro. Donc ce patient, il est en début de choc. Est-ce qu'on considère qu'il est en choc, ou en tout cas, s'il n'est pas les 2 pieds dedans, il a très fort risque de passer en choc cardiogénique. Qu'est-ce qu'on fait pour ce patient? Est-ce qu'on en reste là puisqu'on considère que la revascularisation est le traitement du choc cardiogénique ischémique? Est-ce qu'on augmente les amines chez ce patient qui a déjà fait 5 troubles du rythme ventriculaire? On sait que le potentiel batmotrope des inotropes est important. Est-ce qu'on pose un ballon de contre-pulsion? Est-ce qu'on met une Impella? Est-ce qu'on met une ECMO? On essaiera de revenir sur ce cas en fin de topo. Donc voilà, donc les différentes assistances sont présentées là, et moi je vais vous parler du ballon de contre-pulsion. Donc le ballon de contre-pulsion, vous voyez la date de la publication qui sert pour illustrer cette diapositive, 1973. Donc c'est vous dire si le ballon de contre-pulsion, ça date pas d'hier. Donc, je pense que vous savez tous, le principe, c'est un ballon qui est posé, qui est implanté dans l'aorte descendante, entre la sous-clavière et l'artère rénale, qui va se gonfler en diastole pour augmenter le pic de pression diastolique, se dégonfler en systole. Et donc, triple action, réduction de la post-charge, amélioration de la perfusion coronaire, qui est une perfusion diastolique, et réduction de la consommation myocardique en oxygène, avec tout à fait à la marge une augmentation vraiment modeste du débit cardiaque, 0,5 litres par minute. Donc on peut considérer que ce n'est pas une assistance circulatoire. Et bien sûr, les grandes heures du ballon de contre-pulsion datent de l'ère de la fibrinolyse, qui est bien différent de l'époque actuelle, puisque maintenant la plupart des infarctus sont revascularisés avec des délais tout à fait acceptables. Donc l'avantage de la contre-pulsion, ça ne coûte pas très cher, c'est vraiment facile à poser, c'est disponible dans tous les centres qui font de la coronarographie, c'est simple d'utilisation, surtout maintenant qu'il y a des fibres optiques, et puis il y a peu de complications, vous voyez, on est aux alentours de 4% de complications qui sont essentiellement des complications vasculaires, la plupart du temps chez des patients qui étaient artériopathes. Mais comme l'a rappelé Patrick en préambule, il y a un gros doute sur son efficacité. L'étude CRISPR-AMA, je ne vais pas en parler, c'est une étude sur l'infarctus antérieur non choqué, et puis surtout l'étude IABP choc 2 sur laquelle on va revenir. Et donc ce doute sur son efficacité a conduit à réduire la place, baisser le niveau de recommandation. En 2012, recommandations sur le STEMI ont été sur une recommandation 2B, donc plutôt on peut faire, à une recommandation de classe 3. Sur l'utilisation en routine de la contre-pulsion. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas en mettre, ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre systématiquement dans le choc cardiogénique. Donc voilà à quoi ressemble un ballon de contre-pulsion quand on le pose, puisqu'on voit l'air ici qui gonfle le ballon, enfin l'hélium, entre la sous-clavière et l'artère rénale. Alors pomper ou ne pas pomper, telle est la question. Donc voilà la fameuse étude, l'étude IABP Choc 2, qui avait été publiée dans New England Journal of Medicine. Donc c'est une étude absolument énorme, hein. C'est 600 patients qui présentent un choc cardiogénique d'origine ischémique, donc qui sont inclus de façon multicentrique, en ouvert bien sûr.
Et ces patients sont randomisés pour avoir ou non un ballon de contre-pulsion en plus du traitement médical optimal, incluant une revascularisation. Et je pense que vous le savez, l'étude est largement négative sur son critère primaire qui était la mortalité toute cause à 30 jours. Alors pour essayer de se consoler, on va voir les critères secondaires, tous négatifs, seule consolation, il n'y a pas plus de complications dans le groupe ballon de contre-pulsion. Alors on se dit oui, mais 30 jours, c'est peut-être pas assez, donc on va aller voir à 1 an. Et là, quelques mois plus tard, dans le Lancet, les résultats sont publiés sur les résultats à 1 an et l'étude est complètement négative. Voilà, donc ceci a conduit, là je vous montrais par exemple l'algorithme de prise en charge qui avait été proposé par le groupe concernant les chocs cardiogéniques, et vous voyez que la place du ballon de contre-pulsion est extrêmement réduite. Alors, est-ce la fin du ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique? On pourrait dire que oui, mais il me reste pas mal de temps pour faire ce topo. Donc, de façon un petit peu provocante, je vais essayer de vous montrer qu'il reste, à mon avis, une petite place, mais une place quand même du ballon de contre-pulsion. D'abord, les données épidémiologiques. En 2015, donc quand même quelques années après la publication d'études choc, on a fait un registre dans 19 centres, donc 7 CHU, 8 CHG, 4 cliniques, et on a recensé toutes les poses de ballon de contre-pulsion. Donc on en a 177, et vous voyez que 60% de ces indications de pose de contre-pulsion sont des indications hémodynamiques. Vous allez me dire, ouais, c'est la Bretagne, tout ça, ok. On regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez qu'en 2000... Hop, le pointeur... Donc, en 2004, on met 3149 ballons de contre-pulsion. On est juste sur le choc cardiogénique. En 2014, donc après les résultats de choc 2, on a augmenté. On est passé à 4425. Alors, c'est vrai que la proportion de ballons a baissé, mais on met quand même plus de ballons de contre-pulsion. Voilà. Et puis, dans French Shock, dont on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, sur 140 assistances qui sont posées, donc on n'est que dans le choc cardiogénique, il y a quand même un tiers de ces assistances qui sont des ballons de contre-pulsion. Donc, on continue en France et dans le monde, à poser des ballons de contre-pulsion dans l'indication choc cardiogénique. Alors pourquoi le petit village contre-pulsion résiste encore et toujours à l'envahisseur des autres assistances et autres inotropes? D'abord parce que l'étude IABP choc 2, il y a quelques limites. Premier point, à mon avis, les gens qui ont dessiné l'étude ne croyaient pas à ballon de contre-pulsion, ce qui est leur droit, mais quand on regarde, et c'est écrit dans le design du papier, ils ont sélectionné des hôpitaux qui n'utilisaient pas le ballon de contre-pulsion en routine. Moi, perso, si je crois à une technique, je vais plutôt choisir des gens qui croient à la technique et qui l'utilisent plutôt que des gens qui ne l'ont jamais utilisée. Bref. Deuxièmement, ils ont dit, bon, alors les complications mécaniques, là, on sait que ça marche, donc du coup, on les exclut de l'étude. Ça aussi, c'est un peu curieux quand on veut montrer un bénéfice quelconque. Plus embêtant, la quasi-totalité des chocs cardiogéniques sont sous catécholamine à l'inclusion. Donc, on a affaire à des chocs qui sont déjà des chocs profonds, réfractaires à des traitements inotropes. On peut se demander, et c'est vrai que nous, c'est l'attitude qu'on va plutôt avoir à Rennes, c'est les patients qui entrent dans le choc, d'emblée leur mettre un ballon de contre-pulsion, et après leur mettre, donc ballon de contre-pulsion qui va réduire la consommation myocardique en oxygène, et après peut-être leur mettre des inotropes. Surtout, et ça je trouve ça très embêtant, c'est que quasiment la moitié des patients inclus dans choc 2 étaient des chocs cardiogéniques post-arrêt cardiaque. Mais vous savez que post-arrêt cardiaque, la physiopathologie d'un choc cardiogénique n'est pas celle d'un choc cardiogénique classique. Il y a un CIRS qui est très important, et le traitement de ces patients, c'est avant tout de les remplir, en 2 de les remplir, en 3 de les remplir, et peut-être en 4 de leur mettre un support hémodynamique. Le problème, c'est que dans choc 2, ils ne mettaient pas de swan. Donc on n'en sait rien. Et c'est sûr que mettre un ballon de contre-pulsion à un patient qui a besoin d'être rempli, ça ne sert à rien. Deuxièmement, on nous dit qu'ils sont morts, mais on ne sait pas de quoi ils sont morts. Le patient qui fait un arrêt cardiaque, la plupart du temps, il meurt du cerveau, pas du cœur. Et ça, effectivement, le ballon de contre-pulsion sur le cerveau, ça ne sert pas à grand-chose. Un autre argument, c'est est-ce que la population d'IABP choc 2 est représentative de la population des chocs cardiogéniques? On a parlé tout à l'heure un petit peu du registre CardChoc, 219 chocs cardiogéniques. Vous voyez qu'il y a 20%, 19% qui ne sont pas des chocs ischémiques, 8% des complications mécaniques. Bref, un quart des chocs cardiogéniques n'étaient pas du tout étudiés dans choc 2. Beaucoup plus grave, dans le registre French Shock dont on a parlé, donc registre quand même beaucoup plus conséquent, c'est en 2016, c'est 772 chocs cardiogéniques. Si on fait le même calcul, on constate que 67%, 2 tiers des chocs cardiogéniques ne sont pas du tout à étudier dans choc 2. Bref, on peut considérer que si on fait la moyenne, la moitié des chocs cardiogéniques ne sont pas étudiés dans choc 2. Après, il faut se rappeler que le choc cardiogénique, c'est une population de patients pour lesquels il est extrêmement difficile de mettre en évidence un bénéfice quelconque. Prenons la revascularisation. Tout le monde s'accorde à dire pour dire que la revascularisation, c'est le traitement du choc cardiogénique ischémique. N'oubliez pas que l'étude Princeps, l'étude choc, elle est négative.
le critère principal de l'étude choc, c'était la mortalité à 30 jours. Petit p, 0,11, hein, même pas l'11 d'une tendance. Il a fallu attendre les publications plus tard dans le JAMA sur la mortalité à 5 ans pour avoir une étude positive. Les amines, regardez cette méta-analyse 2012, dobutamine versus groupe contrôle. Presque le groupe contrôle ferait significativement mieux. Pourtant, je pense qu'en 2012, en 2013, en 2014, on continue à mettre de la dobutamine pour les chocs cardiogéniques. Voilà. Donc cette méta-analyse de TIL, cette revue de la littérature, vous voyez que la plupart des traitements sont négatifs. Donc la contrepulsion IABP aussi. Le LVAD, dont évidemment tout le monde parle du LVAD, mais l'étude est négative. Vous allez me dire, c'est 2015, depuis il y a eu plein d'études. OK, l'Impella, prenons l'Impella, cette étude randomisée, ballon de contrepulsion versus Impella, aucune différence significative sur la mortalité à 6 mois. L'ECMO, là aussi, l'ECMO qui est en train de devenir un traitement de plus en plus avancé dans le traitement du choc cardiogénique. L'ECMO veiно-artériel, vous voyez cette revue de littérature 2018, vous voyez le niveau d'évidence, on est sur un niveau d'évidence qui est extrêmement bas, sans études randomisées multicentriques. Et pourtant, Nadia l'a bien montré, la mortalité du choc cardiogénique n'a de cesse de baisser au cours des dernières années. Donc on utilise des traitements qui, a priori, si on en croit les études, ne marchent pas, et pourtant on arrive à faire baisser la mortalité. Alors il y a quand même quelques dernières cartouches qui sont disponibles pour la contrepulsion. Il ne faut pas oublier que le choc cardiogénique, c'est quelque chose d'évolutif. On passe en pré-choc, il y a le choc léger, le vrai choc, le choc profond, réfractaire, qui aboutit à la mort. Et si j'en reviens à mon cas clinique, où globalement on a un patient qui est en train d'entrer dans le choc, qui a un choc léger, mais il n'est pas marbré, il a une tension qui est encore correcte, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. L'attitude qui a été choisie par mon collègue, en pratique, ce n'est pas moi qui prenais en charge, moi, ce patient, je lui aurais mis une Impella. D'accord? Mon collègue m'a dit, on lui met un ballon de contrepulsion, on réévalue la situation dans 4 heures. Moi, je trouve que c'est une attitude qui se tient tout à fait. C'est ce qu'on a fait. On a mis une contrepulsion. Après ça, le patient était un peu sur versant vasoplégique. On l'a rempli. Et clairement, le lendemain, on a commencé à baisser les drogues. Le surlendemain, on a tout arrêté. Le patient, il est sorti ce matin de l'hôpital. Il n'a pas eu besoin d'assistance. Il n'a pas eu... Je ne dis pas que c'est la contrepulsion qui lui a sauvé la vie. Mais voilà, je pense que c'est quand même un message, c'est qu'il ne faut pas non plus forcément sortir tout de suite l'artillerie lourde. La contrepulsion peut permettre de gagner quelques heures, d'observer le patient. La complication mécanique de l'infarctus, là, les données randomisées sont très limitées, c'est un euphémisme pour dire qu'il n'y en a pas du tout. Je vous sors ce papier qui commence à dater un petit peu, 2013. Donc c'est une analyse rétrospective de 80 patients qui ont présenté une complication mécanique de l'infarctus. Vous voyez, quand on compare les patients qui sont en choc, les patients qui ont eu un ballon de contrepulsion, il y en a 40% qui sont vivants à 30 jours. Aucun des patients qui n'a pas eu de ballon de contrepulsion n'est vivant. C'est pas randomisé, ça vaut ce que ça vaut. Un argument, à mon avis, plus fort, c'est que les gens qui ont conçu l'étude IABP Choc 2, donc qui n'étaient pas des believers, comme on dit, du ballon de contrepulsion, ont reconnu que là, c'était la seule fois où on avait le droit de faire un crossover. Donc les gens qui étaient traités médicalement avaient le droit d'avoir un ballon de contrepulsion s'ils faisaient une complication mécanique, parce que là, ça ne leur paraissait pas éthique de ne pas le faire. Et n'oublions pas que dans les recommandations 2017, donc c'est récent, les recommandations européennes sur l'infarctus du myocarde, il y a une indication 2A, donc 2A c'est quand même un niveau assez élevé, pour mettre un ballon de contrepulsion dans les complications mécaniques. Donc ça reste une indication reconnue par les sociétés savantes. La décharge d'ECMO, donc je ne sais pas si vous avez tous vu des échos ou des angiographies d'un patient sous ECMO, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture aortique, ça peut thromboser, et donc le patient fait assez facilement un œdème pulmonaire. Et donc, voilà, clairement, il y a un bénéfice à mettre en place un ballon de contrepulsion, et ça a été très, très joliment démontré dans ce papier. Vous voyez, c'est des patients qui sont sous ECMO. On voit une pression capillaire qui est basse sous ballon de contrepulsion. Lorsqu'on arrête le ballon de contrepulsion, on voit une franche élévation significative de la pression capillaire qui va rediminuer lorsqu'on redémarre le ballon de contrepulsion. Et puis enfin, la dernière utilisation, c'est le bénéfice de la contrepulsion chez les patients qui ont besoin d'une chirurgie de pontage. Vous voyez cette méta-analyse qui montre une réduction significative de la mortalité intra-hospitalière et à 30 jours en faveur du ballon de contrepulsion. Voilà, donc en conclusion, la contrepulsion dans le choc cardiogénique, déjà elle n'est pas délétère, il ne manquerait plus que ça, mais clairement elle ne sauvera pas à elle seule un patient en choc cardiogénique avancé. On est d'accord. Elle garde un intérêt en cas de complications mécaniques. Elle garde un intérêt en cas d'œdème aigu pulmonaire sous ECMO. Et là, j'ai mis en grisé parce que ça n'engage que moi. Voilà.
Je pense, à mon avis, qu'elle garde un intérêt en cas de pré-choc, mais bien sûr, je suis ouvert à la discussion. Et puis après, on peut discuter le problème de ces vrais chocs qui surviennent dans des centres où il n'y a pas d'autre assistance. Est-ce que ce n'est pas un moyen de gagner quelques heures pour permettre l'assistance dans des conditions un petit peu plus safe, de maintenir la tension pendant quelques heures? On ne va pas sauver les patients, mais au moins, ils peuvent arriver pour avoir une ECMO ou pour avoir une assistance plus élevée. Je vous remercie.